Bon, vous l'avez compris, Marx y donne une certaine vision de l'histoire, un certain recul. Il nous dit, autrefois il y avait l'ère de l'esclavage, puis l'ère du servage, puis l'ère du capitalisme, et bientôt, inéluctable, arrive l'ère du socialisme. Et cette succession d'époques arrive par des mécanismes inévitables, des mécanismes économiques parfaitement rationnels qui peuvent tout à fait être décrits. Et le mécanisme fondamental qui permet de passer du capitalisme au socialisme, c'est la baisse tendancielle des taux de profit. Là encore, je le répète, il ne nous dit pas le capital doit s'effondrer, ce serait bien qu'il s'effondre. Non, il nous dit il va s'effondrer. Il ne dit pas j'aimerais que, il dit le socialisme arrivera que vous le vouliez ou non. Bon, je sais, je l'ai beaucoup dit, mais voilà, je le répète pour que ça rentre vraiment dans vos petites têtes blondes. Cette façon d'utiliser le futur et non pas le conditionnel, ça va impacter en fait tout l'état d'esprit des marxistes du XXe siècle. Alors quelle est cette fameuse chute des taux de profit ? D'abord notons que c'est un thème qui était déjà abordé par Smith et Ricardo, là encore. Ils avaient l'impression, mais c'était juste une impression, que les taux de profit avaient tendance à baisser avec le temps. Voilà, c'est une impression que les économistes classiques avaient. Dit autrement, le capital qu'on investit nous rapporte de moins en moins. Le taux de profit se calcule comment ? Par le rapport entre la plus-value, donc c'est-à-dire ici le bénéfice que vous dégagez lorsque vous vendez vos marchandises, et tout le capital que vous avez investi, aussi bien l'achat des machines que le paiement des ouvriers. Et c'est ce rapport qui descend. Qui descend, ou qui a vaguement tendance à baisser, même s'il peut y avoir des remontées. Ah ouais, les capitalistes réalisent de moins en moins de profits. Bon, écoute, tu me connais, tu sais que je vais pas faire semblant sur cette chaîne. Voilà, moi, cette loi ne m'a jamais convaincu. On a ici tout le problème de Marx et qui se donne les apparences de la scientificité. Et je vous assure, il y a ici quelque chose qui relève de la malhonnêteté intellectuelle, à mon sens. Malhonnête, non, lui il y croit, non ? Oui, il y croit, il est certainement sincère. Mais bon, il nous embrouille avec des pages et des pages d'explications données sur un ton sentencieux. Et si on veut expliquer le marxisme, on est obligé de passer par cette baisse tendancielle des taux de profit, qui est pour moi une non-loi à postulat branlant. Mais c'est aussi une espèce de dogme. Et aujourd'hui, si tu vas voir les marxistes, tu leur parles, ils continuent d'être persuadés que les taux de profit baissent tendanciellement. Et que c'est une loi inéluctable, qui entraînera la chute du capital. Et du coup, c'est très pratique parce que toute la violence du révolutionnaire, finalement, elle est justifiée par des maths, quoi. C'est ça l'idée, quoi. Pour Marx, il y a deux capitaux, deux types de capital. Le capital en machine, en moyen de production, on l'appelle le capital constant, ou encore le travail mort. Et puis le capital en homme, c'est-à-dire les salaires que tu verses, ce qu'il appelle le capital variable, ou encore travail vivant. Personnellement, j'aime bien ces expressions, travail vivant, travail mort, c'est des expressions très parlantes. Le raisonnement de Marx est un peu complexe, mais je vais essayer de le simplifier de la façon suivante. Rappelons-nous bien que chez Marx, comme chez Ricardo, le travail est la substance de la valeur. Les ouvriers qui travaillent et qui sont représentés sur cette équation par le capital variable, le travail vivant, sont les seuls qui sont vraiment créateurs de valeur au moment de l'échange. Ils représentent la part du capital qui génère de la plus-value. A l'inverse, le capital constant, selon Marx, ne peut pas créer de la plus-value. C'est du travail ancien, du travail mort, qui a déjà généré sa plus-value au moment où ce capital a été investi, par exemple, lors de l'achat antérieur des machines. Autrement dit, la plus-value et le capital variable sont des notions interdépendantes. Plus un secteur est capitalistique, c'est-à-dire plus un secteur emploie de capital constant proportionnellement à son capital variable, plus le taux de profit diminue. Cela est évident au regard de cette équation, mais notez bien que je parle ici de la diminution du capital constant, et non du variable, car ce dernier pourrait faire augmenter la plus-value, donc le numérateur de l'équation. Je parle bien du capital constant. Comment cela se passe-t-il dans la réalité ? Les capitalistes cherchent à se doter de machines plus nombreuses et plus performantes. Cela augmente leurs profits dans un premier temps. Une fois que tous les concurrents auront fait de même, les prix auront baissé. Je rappelle que chez Marx, comme on l'a vu précédemment, les prix sont rigoureusement déterminés par la valeur. Et c'est à ce moment que les capitalistes, au moment de l'échange, prélèveront une plus-value inférieure à la situation antérieure. Le phénomène décrit par Marx prend donc en compte une situation de concurrence où l'intérêt domine les choix des acteurs. Tous les capitalistes, effrayés par la baisse des profits, vont se ruer vers les secteurs où les profits sont les plus élevés. Là encore, ils provoquent la baisse des profits dans les secteurs concernés. Les autres secteurs, eux, sont caractérisés par une rareté du capital, provoquant ainsi une hausse des taux de profit et excitant de nouveau l'intérêt des capitalistes.
Ce processus se poursuit jusqu'à égalisation des taux de profit. Il considère l'économie comme fonctionnant entièrement sur ce modèle, qui est paradoxalement le même que chez les libéraux, et qui est caractéristique de la sphère financière. Dans son idée, les capitalistes sautent d'un secteur à l'autre en ne prenant rien d'autre en compte que leur intérêt propre. Ils sont en quelque sorte punis par leur folie. Voilà, maintenant comme Marx est plus subtil que toi, moi et tous nos auditeurs réunis, il reconnaît tout un tas de contre-tendances à la loi. Si les entrepreneurs baissent les salaires, si les entrepreneurs trouvent des matières premières moins chères à l'étranger, s'ils augmentent la productivité du capital, grâce à la technique, eh bien ils peuvent créer des contre-tendances à la loi qui créent un mécanisme inverse. Les taux de profit peuvent se mettre à augmenter. Mais pour lui, ces contre-tendances, elles sont temporaires et artificielles. Donc, il y a une loi, la baisse tendancielle des taux de profit, et il y a des exceptions à cette loi, les contre-tendances. Et pourquoi les contre-tendances ne sont que temporaires? Parce que le salaire de l'ouvrier, on ne peut pas le baisser indéfiniment. On va le mettre à un minimum, le minimum nécessaire à la subsistance ouvrière. En gros, le minimum que tu donnes à l'ouvrier pour qu'il puisse nourrir sa famille et se reproduire et assurer une nouvelle génération d'ouvriers. De même, le commerce international ne peut pas fournir des prix infiniment plus bas, et la productivité ne peut pas augmenter indéfiniment non plus. En conséquence, ces contre-tendances ne seront que des moments de respiration illusoires pour un capital qui est en train de se noyer. Donc voilà, ça il faut le comprendre, parce qu'en fait, à chaque fois que vous allez parler avec un marxiste de ça, il va vous ressortir un graphique sur les taux de profit mondiaux, puis à chaque fois qu'il va voir des taux qui descendent, il va vous dire « T'as vu, les taux baissent, c'est la preuve que Marx avait raison ». Puis à chaque fois qu'il verra des taux qui montent, il va vous dire « Non, mais ça c'est les contre-tendances, t'occupe pas ». Évidemment, cette théorie est très critiquable. Elle pose de nombreux problèmes que je vais résumer en deux approches. La première approche, c'est qu'en l'état, le raisonnement de Marx suppose tout de même d'admettre un postulat qu'il n'a pas démontré. C'est le travail, et non le capital, qui est unique créateur de valeur, et ensuite cette valeur travail détermine exclusivement les prix. Déjà, on l'a vu, Ricardo trouvait cette équivalence plutôt grossière, et l'admettait comme une approximation, que l'existence même des profits commençait de rendre fausse. C'est une chose de dire que le travail influence la valeur, c'en est une autre de dire que le travail est la substance exclusive de la valeur. Il s'agit ici d'un parti pris presque métaphysique. Le travail prolétaire est en fait, pour Marx, un acte créateur, que seul l'homme est capable de réaliser. Le capital, pourtant indispensable par son accumulation, n'est qu'un accident de cette substance. Dans un second temps, que la valeur influence le prix, c'est probable. Qu'elle le détermine, c'est encore autre chose. Il existe 1000 facteurs très subjectifs qui interviennent dans la formation d'un prix. Cette marchandise est faite avec des matières premières de qualité, elle est rare ou le deviendra bientôt, ou bien elle valorise un terroir, ou elle excite l'envie, elle fait l'objet d'un monopole, elle est innovante ou répond à plusieurs besoins. Tous ces paramètres, qui influencent évidemment le prix dans la vie courante, sont parfaitement ignorés par Marx, parce qu'ils sont subjectifs. Ils sont exactement le propre d'une science humaine, c'est-à-dire d'une science où la subjectivité ne peut être complètement écartée. Or, chez lui, les sciences subjectives appartiennent à la superstructure. Elles n'ont pas d'emprise sur le monde réel, qui se résume à l'infrastructure, à la matière, et à la façon dont l'homme entre en rapport avec cette matière. Un autre postulat qui est douteux, c'est cette façon de considérer l'économie comme fonctionnant entièrement d'après les comportements intéressés de Wall Street. On a l'impression que Marx prend pour argent comptant le modèle théorique libéral. Mais l'économie de marché ne se résume pas tout entière à la sphère financière. Les fondateurs d'entreprises, les agriculteurs, les petits patrons, les petites boutiques, et une partie des actionnaires, par exemple l'État ou les salariés participants, sont attachés à leur entreprise par des liens beaucoup plus forts que le seul espoir de profit. Cela ne les empêche pas de s'inscrire dans une économie de marché. Il y a ici une dimension humaine qu'il faudrait prendre en compte. Mais Marx voit tous ces gens comme des êtres voués à disparaître. Il ne cherche pas à distinguer capitalistes et entreprises. Dans un sens, il souhaite leur disparition, pour rendre l'effondrement du système plus probable. Pour que Marx ait raison, il faut que les capitalistes aient raison aussi. Il est donc bien l'héritier des penseurs libéraux, pour qui l'intérêt prime tout. On ne sortira jamais de ce problème. Le parti pris matérialiste de Marx envahit tout son système et lui bouge la vue à chaque fois qu'il pose un œil sur la société. Ce biais est catastrophique, parce que pour que ses conclusions soient vraies, il faut que les prémices libérales le soient aussi. De là vient cette espèce de mépris pour les petits bourgeois et les paysans, et pour les ouvriers qui négocient avec les patrons. Ces comportements ont le tort de ne pas aller dans le sens de l'équation écrite par Marx. C'est pourquoi il est absolument urgent que le prolétariat devienne définitivement révolutionnaire, avant que ces autres catégories sociales ne s'opposent à lui.
Voilà pour la critique théorique. La deuxième approche critique est une approche de vérification. Elle consiste à regarder si la baisse tendancielle des taux de profit est vérifiable dans l'histoire récente. Là encore, 1000 questions se posent. Pourquoi, alors que les capitalistes sont censés pressurer leurs salariés, existe-t-il une protection salariale ? Pourquoi les petites entreprises paient bien souvent moins bien leurs salariés que les grandes, alors que le rapport de force est plus favorable ? Pourquoi de nouvelles fortunes apparaissent sans cesse ? Pourquoi l'innovation et la création de nouveaux besoins semblent-elles donner une dynamique à l'économie qui contrecarre la baisse tendancielle des taux de profit ? Et enfin, peut-être aurais-je dû commencer par là, si vraiment les taux baissent, pourquoi ne les voit-on pas baisser ? Chacune de ces questions mériterait des heures et des heures et des heures et des heures d'explications pour finalement en arriver à... En vrai, on n'en sait rien. Et vous savez pourquoi cette loi ne convainc pas les économistes ? Parce qu'elle est trop compliquée et elle fait trop d'hypothèses gratuites. Alors pourquoi Marx avance-t-il cette loi comme étant absolument certaine ? Parce que Smith et Ricardo en ont parlé comme d'un phénomène qu'ils voyaient à leur époque, qu'ils pressentaient, et duquel ils n'avaient pas d'explication. Donc en trouvant la loi de la baisse tendancielle des taux de profit, ils donnaient une explication à quelque chose que de grands économistes avant lui avaient constaté mais pas expliqué. Et donc forcément, ça lui donnait une stature d'économiste exceptionnelle. Mais ça, c'était à son époque. Manque de peau pour lui, les taux de profit dans le siècle qui suit, le XXe siècle, en fait, tantôt ils montent, tantôt ils descendent, et aucune tendance ne se dégage clairement sur le temps long. De plus, les secteurs ne sont pas monolithiques et changent sans cesse avec les nouvelles technologies. Cette baisse tendancielle est donc probablement une fausse idée. Alors attention, je pose ici une parenthèse au cas où vous en douteriez. Je ne dis pas que le capitalisme est un système parfait et autorégulateur. J'ai jamais dit ça. Simplement, il y a d'autres manières de poser une critique du capitalisme sans forcément jouer à la boule de cristal comme Marx le fait. Il est très important d'en être conscient pour comprendre le XXe siècle. Et je vais attirer votre attention sur 2 points pour que vous réalisiez à quel point cette histoire peut cacher des monstruosités. Bon, alors imaginons que vous soyez convaincu par la baisse tendancielle des taux de profit. D'abord, il faut attendre que cette chute des taux soit fatale pour engendrer l'effondrement du capital. Si cet effondrement n'est pas arrivé aujourd'hui, c'est qu'il est à venir. Ah oui, il est prophétisé. Et là, je vais vous poser une question toute bête, mais j'ai l'impression que les marxistes ne se la posent jamais. À quoi a servi Lénine ? À quoi il a servi ? Pour faire la révolution. Mais cette révolution est inutile, puisque les taux n'ont pas fini de baisser, et même aujourd'hui, ils ont carrément remonté. Le capitalisme, normalement, il doit tomber de lui-même. Par conséquent, la révolution russe n'était pas une révolution. Elle était autre chose. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ah oui, c'est ça la question qu'on se pose maintenant. C'est à quoi ont servi les millions de morts de la guerre civile russe ? À quoi ont servi les centaines de milliers de morts de la guerre d'Espagne ? À quoi ont servi les 20 millions de morts des réformes socialistes de Mao ? À quoi ont servi les massacres de prêtres, la famine en Ukraine, la guerre du Vietnam ? À quoi ont-elles servi ? Que répondrait Marx à cette question ? Il répondrait que ça n'a servi à rien. tous ces massacres et ces échecs et ces régimes totalitaires sont donc inutiles aux yeux de Marx, puisqu'ils ne sont pas la révolution qu'il prédit. Mais quand même, c'est dans le cadre de la lutte. Enfin, ces socialistes l'ont fait parce qu'ils combattaient un capitalisme qui les exploitait. Absolument pas. En principe, les socialistes ne détestent pas le capitalisme. Ils anticipent sa chute inévitable. Ça n'a rien à voir. D'après eux, en tout cas si tu leur fais confiance, ils n'agissent pas par haine contre qui que ce soit, mais plutôt ils suivent des lois inévitables et scientifiques. Et c'est là qu'on se dit finalement, aucun des marxistes du XXe siècle n'était un véritable marxiste. Et en fait, quand tu observes l'histoire du marxisme, tu te rends compte que rien n'a de sens. La Russie, en 1917, n'était pas un pays capitaliste. Lénine l'a reconnu lui-même par la suite. Et pourquoi la révolution socialiste tant attendue du XXe siècle est arrivée d'abord dans des pays qui sont pauvres et agricoles, et n'est pas arrivée dans les pays industrialisés occidentaux, justement concernés par la théorie des 4 âges de l'humanité. C'est-à-dire les pays qui seraient entrés dans l'ère capitaliste, et donc qui seraient mûrs pour tomber dans l'ère socialiste. Donc tout ce sang qui a été versé dans le monde entier, en Russie, en Chine, en Europe, en Afrique, en Amérique du Sud, tout ce sang fut versé à pure perte. Trop tôt. C'est ça ce que les marxistes d'aujourd'hui sont obligés de dire pour continuer d'être des marxistes. Ils doivent admettre
que les 3/4 des morts du XXe siècle étaient des erreurs de leur part, des mauvaises appréciations. Mon commentaire personnel est le suivant. Même si Marx avait raison, n'aurait-il pas fait mieux de se taire? Deuxième raison, lorsqu'une loi, même vraie, est à ce point peu convaincante, et dans la théorie, et dans les statistiques réelles, alors peut-être est-ce parce qu'elle n'en vaut pas la peine. En logique, je ne sais pas si vous connaissez un peu les règles de la logique, on dit souvent qu'il faut utiliser le rasoir d'Occam. Le rasoir d'Occam, on en reparlera, c'est un outil qui vous évite de devenir complotiste, en gros. Parce qu'évidemment, si vous croyez dur comme fer dans cette loi, vous allez trouver des manières d'expliquer ceci ou cela, sans difficulté, vous arriverez toujours à vous justifier en fait. Le rasoir d'Occam vous demande d'user de parcimonie, c'est-à-dire que on vous demande d'éviter des raisonnements trop compliqués et de regarder si on ne possède pas des outils économiques plus simples, qui permettraient d'expliquer ce que vous présentez. Je dis pas que vous n'allez pas trouver des explications, parce que quand on glane, on finit toujours par composer un discours logique, mais vous allez clopiner d'idée en idée, vous allez vous perdre, et puis si vous arrivez un jour par chance à conquérir un auditoire enthousiaste, vous savez ce qu'il va vous dire? Tout de même, c'était très intéressant, mais c'était pas plus simple de nous dire dès le début que les capitalistes nous volent? Point. On aurait fait la révolution plus vite. Mais du coup, à t'entendre, le capitalisme, c'est le monde idéal, c'est génial. Non, c'est ni ce que je dis, ni ce que je pense. Le capitalisme est au contraire quelque chose de plutôt noir, mais je vais être honnête avec toi, donne-toi un peu d'air. Voilà, le monde des idées est vaste. Tu sais, il y a des tas de manières de produire une critique intelligente, constructive du capitalisme, critique keynésienne, critique protectionniste, critique sociale. Des tas de critiques peuvent exister sans forcément épouser cette idéologie qui fut de très très loin l'idéologie la plus meurtrière de l'histoire de l'humanité. Bah, au moins, le marxisme fait pas de la demi-mesure, il n'essaie pas de justifier les inégalités. Il essaye de véhiculer une vision positive de l'humanité, je sais pas. Il apporte un remède à un problème concret, l'exploitation ouvrière. Mais ça, ce sont les apparences. La réalité, c'est qu'il a généré beaucoup plus d'inégalités qu'il n'en a compensé. Quand l'État a établi le socialisme en Russie, lors du premier plan quinquennal, la condition ouvrière n'a jamais été aussi misérable. Avec Stakhanov, on faisait l'apologie d'accélération générale des cadences dans les mines de charbon. Quant aux paysans d'Ukraine, on les a carrément fait mourir de faim. Là-bas, l'égalité c'était réussi, c'est sûr, puisqu'ils sont tous morts. Mais comment de Marx on en est arrivé là? En fait, la question qu'il faut se poser, c'est plutôt pourquoi Marx était-il si convaincu que le capitalisme allait s'autodétruire? D'où vient cette idée? Pourquoi elle s'est-elle imposée à son esprit comme une évidence? On va entamer un nouveau chapitre de cette explication. Cette fois, on va quitter le domaine de la théorie économique et on va parler de la philosophie. Et là encore, ça va être un petit peu compliqué. Marx est l'élève d'un courant philosophique qu'on appelle l'idéalisme allemand. L'idéalisme allemand est un courant célèbre de l'histoire des idées, un courant rationaliste dont le dernier philosophe s'appelle Hegel. Tous les Allemands passionnés de philosophie de son époque, comme Marx lui-même, connaissent Hegel et souvent voient en lui l'achèvement définitif de l'idéalisme allemand. Pour eux, Hegel, c'est un peu le dernier des philosophes. Personne ne peut faire mieux. Hegel, quoi, le maître. À côté de lui, il n'y a que des lutins. Ok, et peut-on savoir ce que c'est que la philosophie de ce Hegel? Elle est un petit peu compliquée, mais je vais essayer de te l'expliquer, en tout cas les très grandes lignes. Pour Hegel, le monde est un espace subjectif qui contient principalement une substance consciente, l'esprit. L'esprit, c'est tout et tout est esprit. Et l'histoire du monde est justement l'histoire de cet esprit. L'esprit tend vers la vérité. D'une certaine façon, nous ne vivons pas dans la vérité. L'esprit cherche à atteindre la vérité parce qu'il est rationnel. Ça a l'air super chiant. Ouais, bah écoute, j'essaie d'expliquer comme je peux. Il faudrait un cours de 3 heures pour... Et c'est ça l'aboutissement de la pensée? Oui, parce que si tu veux, ce ne sont pas que des affabulations. Il y a une forme de cohérence dans cette pensée hegelienne. Mais c'est le genre de truc que t'expliques pas en 30 secondes à ton voisin avant de prendre le bus, tu vois. Donc fais-moi confiance, ne me demande pas le pourquoi du comment. Hegel est un penseur de haute stature. Je te le dis. Donc... Ouais, donc ferme ta gueule, quoi. Ok, d'accord. Je le prends bien. J'ai pas dit ça, mais disons, il fait partie des gens qui sont probablement plus intelligents que toi et moi. Pour Hegel, l'esprit rationnel tend vers la vérité. Le monde entier n'est finalement qu'une projection de cet esprit. Et comment atteint-il la vérité? Par un mouvement dialectique. Retiens ce mot. Dialectique. Ok, j'ai retenu. Tu vois ce que c'est? Non.
Mais j'ai retenu. Dialectique, c'est comme une discussion. Mais en fait, c'est plus encore qu'une discussion. Quand tu exposes une thèse, on te rétorque une antithèse, et dans un troisième temps, on va les dépasser par la création d'une synthèse. Thèse, antithèse, synthèse, voilà un vrai mouvement dialectique. Au moment de la synthèse, tu es plus proche de la vérité qu'au début, au moment où tu formules la thèse. Eh bien, c'est ainsi que l'esprit rationnel dont nous parle Hegel, avance et tend vers la vérité. Et en fait, par cette tension, il crée la marche de l'histoire. Alors, sans doute que des philosophes expliqueraient ça mieux que moi, c'est extrêmement abstrait, mais voilà, c'est un peu ce qu'on peut retenir à notre niveau de compréhension. L'important, c'est la dialectique, l'histoire des contradictions de la pensée qui lui permet de se hisser étape par étape au niveau de la vérité. D'accord, mais Hegel n'a aucun rapport avec Marx. Tu m'as dit que Marx, lui, au contraire, il est matérialiste. Tout ton super discours suppurant d'esprit, la dialectique de l'esprit, tu m'étales là comme du Nutella, ça n'a aucun rapport avec notre sujet. Écoute, moi je suis pas sûr de ça. Je pense que ces deux conceptions en fait sont très proches. Ce sont des conceptions monistes. Elles résument le monde entier à une substance. Mais cette substance, que Hegel appelle l'esprit, Marx lui l'appelle la matière. Et même si c'est vrai qu'elles ont des propriétés un peu différentes, certaines de ces propriétés sont les mêmes que celles attribuées par Hegel à l'esprit. Marx, même s'il est matérialiste, il considère que Hegel est à l'apogée, au point final de la philosophie. Il est impossible d'aller plus loin sur le chemin de la pensée. Il récupère le système de Hegel, il le recycle un peu, il le définit comme un matérialisme. Il récupère le système de Hegel, mais il le définit comme un matérialisme. Habile. C'est pas ça qui va lui faire sa vaisselle, mais habile. Marx nous dit, oui, le monde est en marche vers la vérité. Oui, il résout des contradictions selon une progression dialectique. Il est dirigé par une forme de rationalité. Et oui, toute thèse et antithèse doivent être composées dans une synthèse. La métaphysique hegelienne, dans le fond, elle est vraie. Simplement, ce n'est pas l'esprit, c'est seulement la matière, celle dont il fait l'infrastructure du monde entier. Selon Hegel, le monde est en mouvement parce que l'esprit est en mouvement. Marx, quant à lui, opère une véritable inversion de son système. Notre esprit, nos idées sont en mouvement parce que le monde matériel, l'infrastructure, est en mouvement. Et donc, en voyant ça, Marx se dit, en fait, il faut décréter la fin de la philosophie. La philosophie hegelienne, étant donné qu'elle est la seule philosophie juste et achevée, elle peut désormais quitter le domaine philosophique abstrait pour descendre dans le monde matériel par ce qu'on peut appeler une praxis. Ce mot signifie une pratique politique. L'âge du socialisme. Exactement. En fait, la révolution, c'est la vérité vers laquelle l'histoire est en train de tendre. Hegel disait « l'esprit avance par une dialectique suite à des contradictions ». Marx dit « oui, mais ce ne sont pas des contradictions entre idées, thèse, antithèse, synthèse, ce sont des contradictions entre classes ». Engels ajouterait même « chaque classe a sa morale, chaque classe a sa demi-vérité, et ces classes entrent en dialectique ». Alors comment ça marche la dialectique hegelienne à la sauce marxiste ? D'abord, il y a une thèse, selon laquelle le travail humain est la source de toute valeur. Chez Marx, cette thèse va très loin. Le travail, c'est ce par quoi l'homme est en train de créer le monde, en réalité. Il crée des produits, mais ces produits sont les seuls qui ont de la valeur. En ce sens, c'est cette faculté de travailler qui font que l'homme est un homme, et non un animal comme les autres. Le travail est donc l'essence même de l'humanité. C'est ça la thèse. Vient ensuite une antithèse. L'homme est aliéné par le capitalisme parce que le capitalisme le prive de la propriété des biens qu'il a créés. Il déshumanise l'homme. Ces biens, il en fait des marchandises. Il les vend, il s'approprie une plus-value qui va dans la poche de gens qui ne travaillent pas. Donc ça, c'est l'antithèse, l'aliénation de l'homme. Donc là, on voit bien une contradiction. L'essence de l'homme, c'est son travail, mais l'homme est aliéné de son travail. Ça demande une synthèse, une solution. Et cette solution, c'est la révolution. C'est le jour où le capital tombera et la propriété des moyens de production reviendra aux travailleurs eux-mêmes de façon collective. La propriété privée sera abolie, la société civile exercera le pouvoir, ce sera la démocratie au sens pur. Et alors on sera dans l'âge de la vérité, l'âge de la socialisation des moyens de production, alias le socialisme. Ce qu'il faut retenir de cette histoire de dialectique hegelienne, c'est que la vision soi-disant scientifique de Marx n'est pas une vision partie de rien. Marx, en fait, se situe dans la continuité d'un courant philosophique
qui va de Descartes à Hegel. Ce courant philosophique, chez Marx, prend la figure d'un athéisme radical. En fait, l'homme crée sa propre vérité à travers la révolution. Il est lui-même l'auteur de son humanité. C'est très hegelien, c'est très athée. En d'autres termes, chez Marx, l'homme joue un rôle comparable à celui de Dieu dans les systèmes classiques. Néanmoins, nous, on voit bien que ce socialisme, c'est un système de croyance. Et en ce sens, le socialisme peut faire penser à une religion. Et comme il s'oppose aux religions, il les remplace en donnant une vision nouvelle du monde, et en fait une vision du salut de l'humanité. Heinrich Heine, poète romantique qui était un ami de Marx et d'Engels, écrivait lui-même dans une chanson « Nous voulons déjà, ici-bas sur la terre, fonder le royaume des cieux. » Cette religion, il faut la répandre. Est-ce que vous connaissez un endroit sur la Terre où effectivement il existe une courroie extrêmement efficace entre les idées, les idéologues, et les hommes politiques? Et oui, bien sûr, il existe un endroit où les idées prennent cher. Cet endroit, c'est Paris. Et donc Marx, sans surprise, a passé sa vie à surveiller les événements de Paris. Et principalement 2 événements qui peuvent être considérés comme des préfigurations de la Révolution. Les journées de juin 48 et la Commune de Paris. Ces 2 événements, il faut les connaître. Ce sont des événements importants. Ce sont les 2 premières fois qu'une sorte de conscience ouvrière urbaine apparaît. Et donc ce sont des dates historiques très importantes. Malheureusement, je ne vais pas résumer ces 2 événements ici, ce serait un peu trop long. Mais on en reparlera, surtout la Commune. Trop de gens prétendent s'intéresser au socialisme et en fait, n'ont sur la Commune que des connaissances très superficielles. Donc, je ne suis pas d'accord. La Commune, c'est un événement important. Lire une histoire de la Commune peut être très très instructif. C'est quand même notre dernière guerre civile en France. C'est l'équivalent français de la guerre civile en Espagne ou de la guerre civile en Russie. Et donc la Commune est une sorte d'ébauche des grands thèmes qui vont diviser le XXe siècle. Mais c'est une ébauche qui est souvent mal comprise d'ailleurs. Malgré tout, même si je vais passer assez vite sur tous ces points, je vais préciser quelques éléments. Marx a suivi les journées de juin 48 et la Commune. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, il est inconnu. Ces révoltes ne sont donc pas des révoltes marxistes. Elles sont en fait de tendance jacobine, inspirées par des penseurs ou hommes d'action tels que Auguste Blanqui par exemple. 48-71, ces 2 dates sont néanmoins fondamentales pour Marx, pour 2 raisons. D'abord, 1848 est aussi l'année où il publie le manifeste du Parti communiste, et c'est une année où il va constater à quel point le monde ouvrier est désorganisé quand il est sans parti. C'est quand même la naissance du mouvement ouvrier proprement dit, 1848, dans le monde capitaliste. Ensuite, concernant la Commune, Marx y voit une préfiguration de ce que pourrait être l'ère du socialisme, selon lui. Que pendant 3 mois, Paris a été géré par un comité municipal révolutionnaire, de tendance majoritairement jacobine, blanquiste, comme on disait à l'époque, et pour permettre aux communards de gagner, il dit clairement qu'il ne fallait surtout pas parodier des élections démocratiques alors que l'ennemi était aux portes de Paris. Autrement dit, en fait, il va expliquer que la révolution annonce la démocratie, mais elle a besoin d'une phase transitoire qui n'est pas vraiment démocratique, enfin qui l'est philosophiquement, mais qui ne l'est pas au sens légaliste du terme. Et cette phase transitoire, c'est une phase de guerre et de dictature du prolétariat. Lorsqu'on parle de dictature du prolétariat, beaucoup de gens maugraient. C'est bien la preuve que Marx n'est pas un authentique socialiste. En effet, il devrait être plus démocrate que son ennemi. Il est incohérent. Cette vision est très répandue par exemple chez les anarchistes et chez tous les gens qui ont fait de la démocratie un idéal tellement haut qu'il ne doit souffrir aucune ombre. Marx pourtant n'a pas vraiment d'autre choix. Dresser des louanges à la démocratie pure et parfaite, il le fait volontiers. Mais le monde capitaliste est un monde qui se défend, car les régimes bourgeois ne tombent pas comme des feuilles d'automne. Certes, ils doivent tomber d'eux-mêmes, lorsqu'ils seront mûrs, mais cette maturité se verra quand le prolétariat remportera le rapport de force. Il serait indécent de nier ce rapport de force et d'exclure l'emploi de la violence. Les révolutionnaires socialistes, ils les voient comme des instruments d'un processus historique qui les dépasse tous. Leur violence est désincarnée, elle est l'inévitable produit des rapports de force entre classes. En cela, il est sot de vouloir faire la révolution dans la paix, parce que les socialistes sont d'authentiques démocrates. Ils doivent fonder une dictature provisoire pour asseoir le pouvoir prolétarien,
et rendre possible la démocratie dans de bonnes conditions. Bien sûr, tout ceci nous rappelle Robespierre et son gouvernement de la terreur, qui était précisément une autorité provisoire. Un nouveau type de pouvoir oppressif est créé, et ce pouvoir s'inscrit parfaitement dans l'héritage de 93. La praxis socialiste est donc bien une praxis héritée de la terreur. D'ailleurs, la Commune reprend la terminologie de la terreur, le comité de salut public, le comité de sûreté générale, la garde nationale, l'économie de guerre, l'anticléricalisme ouvert et assumé, puisque des communards ont fusillé des prêtres, mais aussi l'adoption d'un calendrier révolutionnaire indiquant l'année 79. D'ailleurs, Auguste Blanqui est l'héritier du sinistre Hébert, grand partisan de la terreur. Et de toute évidence, tous les communards font un parallèle incessant avec 93 dans la presse. Marx fustige les anarchistes de la Commune, qui ont manqué de réalisme en s'inquiétant de la tenue d'élections démocratiques. Il explique qu'en temps de guerre, la dictature du prolétariat est le seul moyen d'aboutir à une victoire rapide. Cette appréciation est d'ailleurs plutôt validée par les historiens qui ne peuvent que constater comme la méthode dictatoriale de Marx et de Lénine a montré bien plus de succès, historiquement, que les scrupules des anarchistes. Bref, en tout cas, Marx a eu une activité politique certaine, il a tenté de former sa propre internationale socialiste, la première internationale, mais elle ne lui survivra pas, notamment à cause des dissensions avec les anarchistes. On y reviendra un autre jour. En fait, Marx utilise la plus grande part de son temps à élaborer le Capital. Son énergie décline, sa santé est catastrophique, il s'éteint en 1883, emporté par la tuberculose, sans savoir qu'il façonnerait, de façon retentissante et dramatique, le siècle suivant. Nous l'avons vu, le marxisme, c'est la réunion de 3 éléments. Primo, l'économie des classiques anglais. Secundo, la philosophie idéaliste allemande. Tertio, la politique révolutionnaire française. Il est donc au carrefour des 3 grandes nations d'Europe occidentale. Loire de 3 dynasties de la pensée. La qualité et la force historique de ces 3 éléments permirent au marxisme de devenir l'essence même du socialisme. C'est vrai que ça n'a pas toujours été le cas. Ces 3 éléments ne se trouvaient pas chez Proudhon, notamment. Non que Proudhon ait été un penseur incomplet, mais parce qu'il fut un penseur réaliste et prudent, qui avait en lui un très fort instinct des tendances profondes de l'histoire de la pensée. Il savait bien, lui, qu'on pouvait toujours faire le pire au nom du mieux, et s'il chérissait l'égalité, il savait aussi qu'elle était, les 3/4 du temps, un écran de fumée pour recréer de nouvelles inégalités. Premièrement, on a vu que Marx utilisait la dialectique hegelienne. Pour Proudhon, il y a sûrement des thèses et des antithèses, mais il n'y a jamais vraiment de synthèse. Il disait « on ne surmonte pas les antinomies, parce que l'homme n'est pas capable de surmonter ce qui a trait à sa propre nature. On peut bien faire une révolution, on ne changera pas l'homme. Si l'homme est tantôt mu par l'intérêt, tantôt par l'amour ou par la vanité, eh bien une révolution n'y changera sûrement pas grand-chose, car elle sera faite par des hommes, avec des hommes. » Ainsi, Proudhon rejetait d'entrée de jeu les origines philosophiques du marxisme. Deuxièmement, Marx était l'héritier des penseurs classiques anglais. Paradoxalement, il y avait chez lui une certaine admiration pour le capitalisme, qui était pour lui d'essence révolutionnaire. Il voyait dans le capitalisme une étape décisive de l'histoire. Une étape qu'il fallait vivre d'abord, pour la surmonter ensuite. Là encore, Proudhon ne fait pas du capitalisme une ère. Il pense simplement que le capitalisme est un vice de l'humanité. Il est une extorsion invisible, qu'on pourrait supprimer si l'on en avait la volonté. Ce vice peut être déraciné si on le condamne en tant que tel. Nous devons répartir la plus-value parce que nous aimons la justice, pas parce que nous sommes déterminés par des lois de l'histoire. Troisièmement, Marx se plaçait dans la filiation de la Révolution française. Or, il faut bien le dire, Proudhon fait partie de ces gens qui sont très indifférents aux émois révolutionnaires. Non seulement il n'aime pas beaucoup la violence, mais il n'aime pas beaucoup non plus les idéaux au nom desquels se déchaîne la violence. Il pense, comme beaucoup d'ouvriers de son temps, que l'ordre, la patrie et la famille méritent certains égards et sont indispensables, même au bien-être ouvrier. La révolution, qu'elle soit bourgeoise en 89 ou jacobine en 93, a des tendances dissolvantes, très dangereuses pour l'ensemble des valeurs qui fondent la société. En prime, il haïssait Rousseau et il haïssait Robespierre, c'est-à-dire qu'il brisait par là des idoles révolutionnaires qui vont bientôt devenir universelles. D'autres choses les séparent. Proudhon a vécu personnellement la condition ouvrière,
tandis que Marx est un petit bourgeois. Proudhon a fait de la prison, contrairement à Marx. Leur vocabulaire est aussi différent. Là où Marx parle du capital, Proudhon parle de la propriété. Marx parle de la dictature du prolétariat, Proudhon parle d'un fédéralisme autogestionnaire. Il voudrait que la politique soit décentralisée. Et surtout, là où Marx veut abolir tous les échanges par la socialisation de tous les biens, Proudhon veut simplement un mutualisme, où chaque individu libre peut continuer à pratiquer des échanges et où le crédit serait gratuit. C'est pourquoi le mot de socialisme proudhonien n'est pas tout à fait propre, il faudrait plutôt parler de mutualisme. Pour toutes ces raisons, l'influence de Proudhon ne pouvait cohabiter avec celle de Marx et les marxistes vont entreprendre de l'anéantir. Finalement, l'héritage proudhonien, chassé des milieux socialistes, fut en partie récupéré par des anarchistes communards et après la Commune surtout par les catholiques sociaux, notamment maurassiens. Pour conclure sur Marx, il faut dire que sa responsabilité dans les massacres du XXe siècle est tout simplement incommensurable. Du point de vue de l'histoire mondiale, bien loin d'améliorer les conditions des travailleurs, son influence fut plutôt catastrophique sur le petit peuple. Des activistes innombrables furent persuadés de l'existence des 4 âges de l'humanité et de leur marche inéluctable vers le socialisme. Des milliers de révolutionnaires se précipitèrent sur les autorités établies pour les précipiter dans la fange, mais sans avoir rien de viable à proposer ensuite. Ils établirent, faute de mieux, des régimes corrompus et voyous, des utopies passagères, des totalitarismes impitoyables. Les marxistes dits orthodoxes, une fois ayant pris le pouvoir avec la Révolution, persécutèrent tous ceux qui pensaient de travers, à commencer par leurs frères les socialistes réformistes, qui avaient le tort de vouloir discuter avec le patronat. Son dogmatisme engendra des traques interminables qui aboutirent à l'enfermement et à la mort d'une centaine de millions de personnes, ce qui est un record indépassable. Il engendra également une tendance au vandalisme, à la destruction de tout ce qui pourrait appartenir au monde ancien. Comme les révolutionnaires de 93, Marx appelait à faire table rase du passé. La révolution est une nouvelle naissance, il s'agit de recréer un homme nouveau. Il pensait que la révolution serait une métamorphose de l'homme, une véritable création de la vérité. Aussi, le XXe siècle fut une désillusion perpétuelle, car il fallait se faire à l'idée pénible que les révolutionnaires ne sont pas tellement différents de ceux qu'ils cherchent à dépouiller. Cette table rase est fondamentalement une négation de l'histoire de l'homme, une négation de son histoire spirituelle, religieuse, institutionnelle, politique, juridique, mais aussi souvent artistique et intellectuelle. Heinrich Heine, pourtant ami de Marx et Engels, et socialiste lui-même, disait à la fin de sa vie « Je suis saisi d'une indicible tristesse, en pensant à la ruine dont le prolétariat vainqueur menace mes vers, qui périront avec l'ancien monde. » Derrière cette tristesse se cache une ironie profonde, c'est que Marx était persuadé que la superstructure n'a pas d'influence sur l'infrastructure. Il était persuadé que les idées ne savaient influencer l'histoire des faits économiques et sociaux. Pourtant, il démontra en pratique le contraire. C'est précisément parce qu'ils furent marxistes que les révolutionnaires firent s'effondrer tous les régimes politiques monarchistes, démocratiques ou coloniaux qu'ils trouvèrent sur leur chemin. Le fait que les idées provoquent des révolutions n'était jadis vrai qu'à Paris, bientôt cela sera vrai en Europe et jusqu'aux confins de l'Asie. Ainsi fut l'éminent privilège du philosophe et économiste Karl Marx, celui d'être démenti par ses propres disciples.